Lorsque le nom de Lovecraft est évoqué, notre esprit nous amène régulièrement à faire un raccourci. L'on imagine l'horreur, certes, accompagnée de visions monstrueuses, de démence humaine et de créatures sorties des abysses d'un imaginaire cauchemardesque. Mais l'on visualise également des affrontements, parfois dantesques, entre les forces du mal et des êtres humains dotés de magie ou armés de fusils. Et je dois bien avouer que cette seconde imagerie de l'univers Lovecraftien me parle un peu moins. Et pour cause, je ne l'ai quasiment jamais rencontrée dans ses écrits. Pourtant, nombre d'œuvres, qu'elles soient littéraires, ludiques ou même vidéoludiques, s'accaparent ce versant de l'univers de Lovecraft. Je me suis souvent demandé alors d'où provenait cet attrait pour les batailles épiques et terribles entre entités cosmiques et sorciers de l'occulte, entre rejetons infernales et enquêteurs armés jusqu'aux dents. Avec l'horreur à Dunwich, j'ai l'impression d'entrevoir l'origine de cette quasi-fantaisie Lovecraftienne et de comprendre ses codes. Voilà pourquoi je désirais vous parler de cette nouvelle qui, disons-le, s'éloigne des autres grands récits de l'auteur de Providence. Publié en 1929 dans le magazine Weird Tales, ce récit d'horreur s'inclut dans ce que certains nomment le mythe de Cthulhu. Il développe donc la mythologie érigée par H.P. Lovecraft en mettant en scène l'une de ses créatures les plus effrayantes. Dans cette nouvelle, Lovecraft commence par nous décrire l'endroit en adoptant le point de vue d'un voyageur imaginaire, d'un voyageur lecteur. Il essaie de nous dépeindre le malsain de ce lieu. Antique, sordide et décrépite, voilà comment Lovecraft décrit les maisons de cette région. En fait, au début du récit, il essaye d'installer beaucoup d'éléments de malaise dans le paysage. Par exemple, je peux vous lire cette phrase. « Les sommets des montagnes sont trop ronds, trop symétriques pour que s'en dégage l'impression de sérénité propre aux éléments naturels. » Et avec cette répétition de « trop », Lovecraft semble nous murmurer que le décor porte un masque pour éviter d'attirer l'attention des curieux. Il s'amuse également à flétrir la nature. Écoutez ceci. On a presque peur quand au crépuscule, d'invisibles engoulevents bois pourris émettent leurs trilles et qu'une profusion anormale de lucioles danse au rythme déplaisant, inquiétant et obsédant des croissements stridents des grenouilles-taureaux. Et en plus de dénaturer les animaux, l'auteur s'amuse à dénaturer l'humain. Le lieu serait habité, et je cite, par une véritable race définie sans équivoque par les stigmates physiques et mentaux qu'entraîne la consanguinité. De plus, Lovecraft nous précise que Dunwich est scandaleusement ancien. Ainsi, avec tous ces éléments, Lovecraft cherche à placer le lieu de son histoire dans une dimension étrange, décalée de la réalité. Il prend d'ailleurs un malin plaisir à disséminer des éléments qui animent notre imaginaire infernal. L'on peut lire notamment Salem, Satan, Azazel, etc. Et il est indéniable que Lovecraft s'amuse quand il écrit, puisqu'il use d'un humour plutôt cynique. Prenons un exemple. Quand Early Sawyer, un jour, pénétra à l'intérieur du vieux cabanon, l'odeur étrange qu'il respira le fit presque s'évanouir. Il assura n'avoir jamais senti pareille puanteur de toute sa vie. D'un autre côté, les habitations et les dépendances de Dunwich n'ont jamais brillé par leur pureté olfactive. Il est dur de retenir un sourire lorsqu'on lit ces phrases. En outre, l'auteur tease l'horreur, c'est-à-dire que dès le début de l'histoire, il commence à nous raconter les conséquences de l'élément infernal que l'on va découvrir au fil de la nouvelle. Les étrangers visitent le moins possible ce bourg. Depuis une certaine saison de terreur, toutes les pancartes l'indiquant ont été arrachées. Et avant de poursuivre sur les différentes analyses de cette nouvelle, nous allons essayer de résumer brièvement l'histoire. L'histoire est donc celle de Wilbur Whateley, fils d'une grande famille de Dunwich. Il est né d'une mère albinos laide et plus ou moins bossue, et d'un père inconnu, dont la révélation servira d'apothéose de l'horreur à la fin du récit. Le jeune Wilbur porte un visage que Lovecraft qualifie de caprin, et son grand-père est réputé pratiquant la magie noire.
Outre la naissance de cet enfant difforme et étrange, un autre événement vient attiser la curiosité des habitants de Dunwich. Régulièrement et de façon excessive, la famille Whatley achète du bétail sans que leur ferme soit surpeuplée. Ainsi, d'aucuns soupçonnent que les bêtes disparaissent. Ou, c'est bien la question qu'ils se posent. Les lésions, semblables à des marques de morsures retrouvées sur certaines bêtes, ainsi que sur la mère et le grand-père de Wildur, nous orientent assez rapidement vers une sorte de vampire ou quelque autre créature suceuse de sang. Et puis, beaucoup d'autres indices viennent étayer nos suppositions, toujours dans le but d'attiser notre imaginaire. Par exemple, l'enfant grandit très vite, voire trop vite. Et nous avons même un témoin qui dit avoir vu l'enfant nu, portant une ceinture à franges et un pantalon foncé. On peut alors opter pour des poils de bête, à l'instar d'un satyre. Finalement, au cours du récit, Wildur meurt, puis le narrateur suit un autre personnage essentiel, le docteur Armitage. Il s'agit d'une personne travaillant à l'université Miskatonic que Wildur a croisé au cours de sa vie. Sur la fin de ce récit, Armitage, accompagné du docteur Reese et du docteur Morgan, cherchent à combattre une créature immense et invisible qui semble déterminée à détruire tout sur son passage. Finalement, ils se rendent au sommet d'une montagne pour un ultime affrontement, à l'aide de sorcellerie séculaire et interdite. Et finalement, sur le dernier passage du récit, nous changeons de nouveau de personnage pour intégrer la troupe des habitants de Dunwich qui observent au loin le combat épique. Les trois savants révèlent la créature à l'aide d'un pulvérisateur à poudre, puis triomphent de lui. Et on pourrait se dire que, après la mort de Wildur, l'arrivée de cette nouvelle créature invisible arrive un peu comme un cheveu sur la soupe. Mais ce n'est pas le cas. En réalité, cette deuxième créature est teasée tout au long du récit. Par exemple, à plusieurs reprises, une chose qui vivrait dans le grenier de la ferme est évoquée. Il y a aussi ces fameux sacrifices de bétail qui servent à nourrir une créature que l'on ne connaît pas. Il y a aussi le fait qu'une partie de la ferme soit complètement rénovée puis barricadée, comme si l'on cherchait à cacher une chose trop grande pour être dissimulée dans une simple chambre. Et puis, il faut évoquer aussi la scène où le grand-père de Wildur meurt, et où il dit à son petit-fils les phrases suivantes. « Fais-y de la place, nourris sa bain, mais laisse pas ça pousser trop vite pour son espace. » La chose n'est évoquée que par ça, et nous ne pouvons que supposer qu'il existe une seconde créature. Et cette façon de nous parler du frère de Wildur, sans le nommer, sans nous le montrer du doigt, participe à la façon dont Lovecraft a l'habitude de créer de l'horreur dans ses récits. Et dans cette nouvelle, Lovecraft nous met face à une horreur primitive, à l'horreur de ce que l'on ne connaît pas, de ce que l'on ne voit pas, et qui pourtant nous fait du mal. Il s'agit évidemment d'une horreur fantastique, que l'on sait irréelle, mais qui éveille en nous des instincts primaires. Il base la terreur qui anime son récit sur d'autres récits d'horreur. Il cite notamment le grand dieu Pan d'Arthur Machen. Et puis, il y a aussi cette fameuse façon de décrire l'horreur comme seul Lovecraft peut le faire. Voici un exemple lorsqu'il parle de Wildur en train de mourir. Ce serait un cliché inexact de le prétendre indescriptible selon les critères humains. Pourtant, on peut affirmer sans mentir que quiconque a des conceptions de l'aspect physique trop dépendantes des formes de vie communes sur notre planète et des trois dimensions connues risque de ne pas parvenir à le visualiser avec pertinence. Rien n'est décrit, tout est suggéré. Et pourtant, il ne s'agit là que d'un avant-goût, avant que l'auteur ne s'amuse à nous décrire très précisément chacune des parties du corps de Wildur. Cette créature immonde qui ne peut provoquer qu'horreur et dégoût chez le lecteur. Et puis il y a une autre façon de décrire l'horreur que je trouve plutôt astucieuse, c'est de passer par le discours d'un homme, et je cite, peu éduqué, qui ne maîtrise en fait pas tous les mots que maîtrise véritablement l'auteur. Voici l'exemple lorsque l'un des hommes de Dunwich
décrit la créature jusque-là invisible qui ravageait la ville. Plus gros qu'une grange, tout fait de cordes qui grouillent, un truc comme une coque de la forme d'un œuf de poule, plus gros que n'importe quoi, avec des dizaines de pattes comme des barriques qui s'écrasent à moitié quand ça marche. Rien de solide là-dedans. Tout comme de la gelée, et fabriqué avec des cordages collés ensemble qui se tortillent. Des gros yeux tout partout par là-dessus. 10 ou 20 bouches, ou ben des trompes qui ressortent par tous les côtés. Grosses comme des tuyaux de cheminée qui s'ouvrent et qui se ferment. Gris tout ça, avec des espèces d'anneaux bleus et mauves. Et par le Seigneur, en haut des cieux, cette moitié de face au sommet. Il est même difficile de lire un tel passage, tellement les phrases sont hachées et les mots mâchés. Et puis on en arrive finalement à la particularité de l'abomination de Dunwich, son aspect fantasy. Ainsi, comme je le disais plus tôt, pour moi ce récit met en place des codes de la fantasy Lovecraftienne. On est en fait assez loin du fantastique horrifique habituel de Lovecraft. Nous sommes ici presque dans de la dark fantasy, avec ces créatures vraiment laides que des sorciers et des guerriers doivent combattre. Voilà par exemple un extrait qui justifie ce que j'avance. Armitage se rendait bien compte que ses compagnons et lui s'apprêtaient à réveiller d'abominables pouvoirs, mais aussi qu'il n'existait pas d'autre moyen d'annuler les manœuvres plus élaborées et maléfiques initiées par d'autres. Ainsi, Armitage se rend à l'évidence. Il doit combattre les démons par de la sorcellerie sombre. Et puis, en fait, assez rapidement, Lovecraft fait de Armitage et de ses deux compagnons universitaires des sortes de magiciens, les visiteurs d'Arkham psalmodiés des formules rituelles. Un autre exemple, Curtis Watley, l'un des humains que l'on suit dans le dernier tiers du récit, venait à peine de reprendre conscience lorsque les étrangers d'Arkham achevèrent de descendre lentement la colline sous les rayons d'un soleil de nouveau brillant et pur. Alors qu'ils viennent de vaincre l'immense créature sortie des recoins de l'enfer, on a l'impression de voir des héros qui redescendent de cette arène mythique, ou des anges descendus des cieux. On peut même y voir un parallèle avec Gandalf qui apparaît au sommet d'une colline avant de descendre, accompagné d'une armée de cavaliers, sur les Uruk-hai qui attaquent le gouffre de Helm. Le docteur Armitage, d'ailleurs, qui travaille donc à l'université Miskatonic, est placé en gardien du Necronomicon, cet ouvrage qui recèlerait les pires sortilèges et des informations interdites aux humains. Il est une sorte de magicien moderne. Lovecraft lui donne d'ailleurs un âge. Il dit qu'il a 73 ans. Cet âge lui donne une certaine sagesse, que l'on retrouve évidemment chez les magiciens avec des longues barbes grises. Il est le gardien de la bibliothèque ancestrale, et il arrive au beau milieu de l'histoire en tant que héros, alors que nous suivions jusque-là Wildur, qui est en fait l'un des antagonistes du récit. La nécessité d'agir contre la terreur rampante, gitant dans les hauteurs autour de la vallée, et contre l'être monstrueux connu dans le monde des humains sous le nom de Wildur Watley, commença à s'imposer dans l'esprit de l'universitaire. D'ailleurs, les 3 héros qui vont aller combattre la créature sur la colline, donc Armitage, Rhys et Morgan, sont des docteurs. Et Lovecraft n'a pas choisi ce titre au hasard, je pense. En fait, avec ce titre docteur, on comprend tout de suite que ces 3 personnages incarnent la sagesse. Ainsi, on a une confrontation avec la sagesse et l'antique et la néfaste connaissance du Necronomicon. Somme toute, la science nouvelle contre la science interdite. Et puis, il y a tout cet aspect épique du dernier combat. Les 3 hommes se tenaient sur la crête, à l'endroit le plus élevé, situé pratiquement à la même hauteur que la pierre-autel. La pierre-autel, dans ce récit, incarne le passage vers l'enfer, vers Yog-Sothoth. Et donc, en plaçant le combat au sommet de la colline,
Lovecraft place ses héros à un niveau qui est au-dessus de l'humain, puisqu'ils vont aller affronter une créature issue des enfers de l'imagination. Voilà, je vais conclure sur cette partie de fantasy Lovecraftienne que je trouve super intéressante dans ce récit. Mais pour moi, il faut parler d'une dernière chose qui ne va peut-être pas plaire à tout le monde. Et c'est ici notre rapport à la magie dans l'univers de Lovecraft. En fait, une fois que j'ai refermé le bouquin, je me suis posé une question. Pourquoi, alors que durant la seconde partie du récit, nous suivons Armitage, durant le dernier combat, nous ne suivons pas directement les universitaires? Pourquoi Lovecraft, dans le combat épique de fin, a choisi de nous faire suivre des humains lambda qui regardent de loin avec une longue vue les héros universitaires qui affrontent la créature des enfers? C'est étonnant. Pourquoi nous éloigner de l'événement principal? Pourquoi placer le narrateur au beau milieu des habitants de Dunwich plutôt qu'avec les 3 héros? Et je pense qu'il serait difficile de trouver la bonne réponse. Mais pour moi, Lovecraft a essayé de nous faire comprendre que nous ne sommes pas les héros. Les forces en confrontation sont au-delà de notre entendement d'être humain. La magie dont usent Armitage et ses compagnons n'est pas faite pour les simples hommes que nous sommes. Et c'est là que mes conclusions, je pense, vont diviser. Si je reprends ce que je disais en introduction, que dans les adaptations ludiques, vidéoludiques ou littéraires de Lovecraft, l'on voit souvent des magiciens user de pouvoirs pour affronter des créatures, ou des enquêteurs utiliser des fusils à pompe ou des revolvers pour affronter des monstres immondes, et qui en font du coup les personnages principaux de leurs histoires, eh bien je pense qu'ils sont un peu hors sujet par rapport à ce que fait Lovecraft. Parce que pour moi, justement, quand Lovecraft fait affronter des créatures et des héros, tout ça se passe loin des êtres humains, loin de nous. Ainsi, une bonne adaptation de Lovecraft serait une adaptation où nous ne serions que des hommes et des femmes fuyant devant l'horreur, laissant la place à de véritables héros. Des héros que jamais nous ne pourrions égaler. L'humain doit rester à sa place. Voilà. Laissez-moi savoir en commentaire ce que vous pensez de cette dernière interprétation. Est-ce que faire du Lovecraft, c'est forcément faire s'affronter des héros et des bêtes cauchemardesques, armées de tentacules et de centaines de bouches? Allez, je vous laisse là-dessus. Abonnez-vous pour suivre les prochaines vidéos et je vous retrouve, j'espère, bientôt.